On est en 2005 à Stockholm quand deux étudiants vont avoir une idée toute bête, mais qui révolutionnera l'industrie musicale et dictera notre manière de consommer en streaming pour les prochaines décennies. Et ouais, rien que ça. Alex Young et Eric Walfors sont deux geeks des années 2000 de ce qu'il y a de plus banal. Ils viennent de se rencontrer en études d'ingénieur et le courant match direct. Ils partagent les mêmes références depuis qu'ils sont tout petits et ça leur amène à passer énormément de temps ensemble. Alors, du temps à faire quoi ? Bah d'abord à construire des trucs. Genre, juste des trucs. Par exemple, ils ont fait une table de ping-pong qui fait du bruit à chaque fois que tu tapes. Bon. Sinon, ils ont fait des chaussures sonores, où tu pouvais changer la musique en fonction de ton humeur de la journée. Mais après, leur second passe-temps, c'est de s'exterminer en boîte tous les week-ends. Les mecs sont des gros fans d'électro, qui est le genre un peu new wave des années 2000, et la musique a toujours eu une place importante dans leur vie. Donc on a deux nerds qui s'entendent bien, qui sont fans de son, qui construisent des trucs, et à cette même période, il y a quelque chose qui explose du nom de Internet. Forcément, Alex et Eric ne passent pas à côté du truc, et sont fiers d'afficher sur leur page MySpace leur dernier DJ set qu'ils ont entendu en soirée. Seulement il y a un hic puisque le site n'est pas du tout prévu pour les fichiers sonores. C'est lent, c'est illisible, t'es obligé d'avoir un compte pour écouter et ça frustre nos mecs qui veulent partager toutes ces musiques. Et d'ailleurs ils remarquent que ce ne sont pas les seuls à se plaindre de ces problèmes. Donc naturellement ils vont se dire ok, nous on va faire un site centré autour de la musique qui facilitera la collaboration d'artistes venant du monde entier et qui permettra à n'importe qui d'écouter n'importe qui. C'est aussi simple que ça va pas plus loin et pour autant ça va changer leur vie. Ça s'appellera SoundCloud. Alors, j'ai pas plus d'infos sur le nom, mais en 2007, ils décident de s'installer à Berlin. Et là, on peut se demander pourquoi cette ville. D'abord, c'est une capitale culturelle, ce qui veut dire que la plupart des plus gros DJ du monde se regroupent là-bas. Et quand tu veux rencontrer ces personnes pour promouvoir ton site, ça facilite les choses. Dans un second temps, ils veulent bombarder les hackathons pour rencontrer un maximum de personnes venant de la tech et grossir leur équipe. Et encore une fois, Berlin est une ville hyper connectée, donc ça facilite aussi les choses. Mais je serais un menteur si je vous donnais que ces raisons-là, et pour comprendre la suite, faut imaginer leur rythme de vie. La semaine se résume à coder, à faire avancer SoundCloud, et tu vois, ça enchaîne, et le week-end, fidèle à leur vie d'étudiant, ça se la donne en boîte, encore une fois. Berlin est une ville encore plus grosse, il y a les meilleurs DJ du monde, donc forcément les mecs sont aux anges, et ça amène à pas mal d'abus, mais ils s'en cachent pas et vont fièrement l'afficher sur leur blog, qui est normalement prévu pour parler des avancées du site, mais de temps en temps, ils vont drop une adresse comme ça et dire « Ouais, venez, ça va être cool, va y avoir à boire, à manger, on va se la donner, let's go quoi. » Pour autant, SoundCloud démarre bien, le site est en accès restreint, ce qui veut dire qu'ils décident de qui peut publier des sons, et ils vont faire des tas de rencontres avec des professionnels de l'industrie, comme par exemple OWB, producteur et DJ mondialement connu de chez Universal, qui va juste kiffer le concept, et va décider de drop des unreleased tracks comme ça, sur SoundCloud, qui traînait sur son disque dur. Voilà, c'est sympa, merci à lui. Et c'est à ce rythme-là que, un an plus tard, ça y est, SoundCloud est enfin ouvert au grand public. N'importe qui peut maintenant publier n'importe quoi, donc ils vont décider d'organiser un truc ouvert pour tout le monde, ils vont donner une adresse et dire venez, va y avoir tel DJ, va y avoir à boire, à manger, encore une fois, comme à leur habitude. Seulement le petit détail, c'est que l'adresse qu'ils donnent, c'est tout simplement leurs locaux. Voilà. Et le site est un succès immédiat. Rapidement, ils vont atteindre les 100 000 utilisateurs et tout ça va ramener des investisseurs. La société Doughty Sons seront les premiers à mettre un billet. Conquis par les innovations du site, ils diront que SoundCloud feront le marché de la musique de demain. Cette marche propulse SoundCloud dans une autre sphère qui leur met une pression directe pour trouver un modèle économique. Leur premier choix se dirigera vers un abonnement pour les créateurs. Contre quelques euros mensuels, t'as le droit à avoir plus de quantité d'upload et pas mal de features pour améliorer ta musique. Par exemple, ils avaient un partenariat avec le mythique Abbey Road Studios et si t'avais ton abonnement, tu pouvais te faire masteriser quelques sons par mois. Ce qui est franchement cool. Néanmoins, cette feature nécessite d'attirer plus de créateurs et fidèles à leur passion, Alex et Eric décident de se tourner vers les DJ et remix. C'est comme ça qu'ils vont faire tout un tas de démarches pour attirer ces derniers, comme le concours One Last Christmas qui donnait un abonnement pro à celui qui faisait le meilleur remix de ce hit planétaire. Après, j'ai des doutes sur le fait qu'ils avaient les droits du son, mais bon. On dira rien. De plus, ils décident de rester loyaux envers les auditeurs en décidant de ne pas afficher de pub sur le site. C'est vrai que dit comme ça peut paraître cool, mais en contrepartie, ils ne payent pas de royalties envers les artistes. Et quand tu couples ça avec un abonnement qui varie entre 10 et 60 euros par mois, ça a du mal à trouver son équilibre. Pour autant, le site vit bien, puisque 2 ans plus tard, le 18 mai 2010, ils annoncent dépasser la barre du million d'utilisateurs.
Néanmoins, l'explosion arrive 6 mois plus tard lorsque la société d'investissement A-Grade décide de mettre 10 millions de dollars sur la table pour propulser SoundCloud. Grâce à ça, ils vont ouvrir des locaux à San Francisco, le conseil va s'élargir encore plus et Alex et Rick vont décider de encore plus investir dans les innovations. Là, je dois vous faire une aparté pour vous expliquer la position de la société. SoundCloud, en 4 ans, ils ont vraiment dicté les règles des plateformes de streaming. On passe par le système de playlist, au moyen de like des sons pour les afficher sur son profil. Ils ont même ramené le fait d'avoir des descriptions précises avec le BPM, la key, le label. Tu pouvais faire écouter ta musique à n'importe qui. Par mail, ils n'avaient pas besoin de compte. Le fait que la waveform soit affichée pour qu'on clique n'importe où et qu'on avance dans le son. Ils ont même imaginé une API qui permettait d'intégrer le lecteur sur n'importe quel site. Et ça fait un gros succès. Toutes nos habitudes qui sont sur Spotify, Deezer, etc. elles viennent de là et elles font le succès du site. En juin 2011, 5 millions d'utilisateurs. Janvier 2012, c'est 10 millions. Et dans la foulée, ils réalisent une levée de fonds qui s'élève à 50 millions de dollars. Avec ces événements, la société est estimée à 200 millions et clairement SoundCloud semble inarrêtable. Face à ces chiffres démesurés, Alex dira aux journalistes que c'est cool d'avoir autant d'argent parce que ça va permettre de financer leur projet, mais qu'il est plus excité à l'idée d'avoir atteint les 10 millions d'utilisateurs. Malgré tout, la première sauce pour nos nerds ne tarde pas à arriver, puisque le 1er octobre de cette même année est publié un leak du morceau Skyfall de Adele, ce qui ne va pas trop plaire à l'artiste et à sa major, Sony. Pour autant, cet événement ramènera du monde, une interface toute neuve et surface, et là, le site commence vraiment à toucher le grand public. Par exemple, Rihanna va se mettre à publier des sons. Cette popularité fera naître les prémices de ce qu'on appellera plus tard le SoundCloud Rap, et une génération d'artistes 100% autonomes voit donc le jour. En fait, les gars comprennent qu'en restant dans leur chambre et en partant de zéro, ils peuvent commencer à se créer une fanbase, et donc ils se détachent de plus en plus des labels. Bon, ils touchent toujours pas de royalties, mais ils peuvent débuter leur carrière. C'est déjà ça. Ce succès va grandir jusqu'en 2013 où ils annoncent atteindre la barre des 40 millions d'utilisateurs et ils vont connecter 20 millions de personnes par mois sur le site. On est vraiment sur l'apogée de SoundCloud et ce succès va engendrer leur chute. Avoir autant de personnes qui peuvent publier n'importe quoi, ça mène à des débordements. SoundCloud, qui a toujours mis en avant les DJ et remix, va sérieusement commencer à énerver les majors qui voient la plupart de leurs sons se faire publier sans leur accord et ils ne touchent même pas un centime de tout ça. En plus, si on remet ça dans le contexte, ce sont les seuls à faire ça. Les autres plateformes comme Spotify adoptent un modèle freemium qui permet beaucoup plus de rémunération pour les majors et forcément elles préfèrent. D'autant plus qu'elles sont plus difficiles d'accès, ce qui limite quand même toutes les histoires de leaks. Mais avant de rentrer dans toutes ces guerres de droits d'auteur, j'avais une petite anecdote comme ça un peu fun à vous partager. SoundCloud est banni de Turquie. Là vous vous demandez mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu des leaks de conversations de Erdogan. À l'époque c'était le premier ministre et c'est l'actuel président. On connaît l'honnêteté de Erdogan et ça lui a pas trop plu donc il a dit ok c'est mort, on shut down le site. Pour en revenir aux majors, des négociations débutent pour trouver un terrain d'entente. Cependant ça reste compliqué car selon elles le modèle économique n'est pas viable et elles insistent pour avoir un abonnement pour auditeurs. En même temps Twitter se projette de racheter la société à 1 milliard de dollars et cette collaboration ne sort pas de nulle part puisque quelques mois auparavant elle fermait son application Twitter Music. Vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus, c'est normal, c'est un gros flop. Finalement, à cause de tous ces problèmes de droits d'auteur et de collaboration avec les majors, ils se retireront du deal à la dernière minute. Et la pression va commencer à devenir insoutenable sous le manque de modèle économique viable et l'échec qu'est la nouvelle interface apportant plein de nouveaux bugs qui mettent du temps à être résolus. Ils vont céder et signer un deal avec Warner, l'une des 3 grandes majors de l'industrie. Dans l'accord, il mentionnait que Warner touche 3 à 5% de les parts de la société, ils vont aussi toucher des revenus sur ce que génère leur artiste et en échange, ils effacent les dettes que SoundCloud leur doit. A vrai dire, ils ont vraiment pas le choix. Et quand une major commence à avoir un levier d'action sur les décisions de ta société, ça commence à vraiment pas sentir bon. Pour pallier à cette demande, le site va mettre en place des pubs. Et si toi, en tant qu'artiste, tu veux toucher une part de ces revenus, faut que tu payes un abonnement. Voilà, c'est l'abonnement on. Forcément, ça ne va pas faire plaisir à la communauté qui appréciait cette absence de pub, mais bon. De plus, cette année, la société va dépenser 12,5 millions de dollars en salaire, ce qui est plus que leur chiffre d'affaires. Et bon, je suis pas un très grand entrepreneur, c'est vrai, mais dit comme ça, je suis pas sûr que ce soit un big money move, quoi. Le constat, c'est une perte de 225% sur l'année 2014. Et en plus, il y a encore 2 majors qui sont sur leur côte. Et pour ne pas arranger le tout, il va y avoir Aphex Twin qui va leak 268 sons anonymement, ce qui ne va pas trop plaire à son label. Et dans la même mesure, Adele, encore une fois, en pleine absence médiatique, va retrouver 2 sons de 21 non gardés alors qu'elle préparait la sortie de son prochain album, 25. Toutes ces choses vont amener Sony à retirer l'entièreté de son catalogue musical sur la plateforme. Et cette décision ne fait pas l'unanimité, comme par exemple le DJ français Mad
Madeon qui va se plaindre sur Twitter, car malgré tout il reste attaché à cette plateforme qui lui a donné une carrière. Pour couronner le tout, en août 2015, la PRS for Music décide d'attaquer SoundCloud en justice pour non-paiement des redevances dues aux artistes. Alors la PRS c'est un collectif qui gère les droits d'auteur en Grande-Bretagne, et devinez qui est membre de l'organisation. Cette décision intervient après 5 ans de négociations non fructueuses, et là la pression elle n'est plus soutenable, ce qui amènera une signature début 2016 avec Universal et avec Sony quelques mois plus tard. On n'a pas les termes exacts de ces deals, mais pour Universal on soupçonne fortement qu'ils ont fait croquer des parts de la société, et en second temps ils ont annoncé mettre en place un abonnement pour les auditeurs qui restreint le catalogue musical à ceux qui ne payent pas. Cet abonnement c'est SoundCloud Go, celui-là qu'on connaît, et on pourrait croire qu'il a été plutôt mal accueilli, mais en fait les gens étaient contents parce que le site était tellement bourré de bugs qu'ils se sont dit bon ça va peut-être faire bouger les choses. Ce move c'est vraiment la dernière chance, les actionnaires comme Doughty Hanson mettent vraiment la pression car tous les voyants sont au rouge. L'entreprise est en danger imminent et elle doit rapidement montrer des résultats pour éviter la faillite. Pour Alex et Eric la pression est maximale et le temps presse. 2016 en même temps c'est l'explosion du SoundCloud rap, il y a des gros noms comme Lil Peep qui est en train d'exploser et on ressent vraiment une scène se développer sur la plateforme. Ça fait tellement de bruit que cette nouvelle attire Spotify, intéressé par ce catalogue musical exclusif qui permettrait de contrer la montée en puissance de nouvelles plateformes comme Apple Music. Cependant la plateforme de streaming suédoise va se retirer du deal très rapidement et ce pour deux raisons. D'abord les rapports financiers sont vraiment pas bons, forcément. Et dans un second temps, Spotify prépare son entrée en bourse et donc faire un achat de 1 milliard de dollars, c'est pas le très bon timing pour eux. C'était vraiment le dernier espoir pour SoundCloud et cette décision provoquera le licenciement de 40% des employés de la société. Ils vont aussi fermer 2 bureaux sur 4, ceux à San Francisco et à Londres. Malgré ces tentatives infructueuses, SoundCloud est au bord de la faillite et pour sauver les pots cassés, la moitié des parts sont revendues aux sociétés d'investissement Temasek et de Rain Group pour 170 millions de dollars. Ce qui implique que la majorité des décisions de la société ne revient plus aux fondateurs, donc Alex et Eric seront remplacés en tant que CEO par Kerry Trainor et Michael Westman. Kerry, c'est pas n'importe qui, car il est derrière le succès de Vimeo, puis Alex et Eric ne restent quand même pas très loin en restant membres du conseil. En parallèle, la scène rap va continuer de grossir avec des noms comme Trippie Redd ou X, qu'on connaît tous. Grâce à plusieurs démarches comme l'abonnement étudiant, la société va remonter petit à petit dans la course au chiffre d'affaires. Et ce sera après 2 ans et demi, en fin 2020, que Kerry cédera sa place à Michael. Dans la foulée est déclarée une nouvelle politique de rémunération qui va à contre-courant de ce qui se fait dans l'industrie. Ici, 50% de l'abonnement revient directement à l'artiste, qui est plus juste et équitable. Warner aime bien ce principe et va jouer le jeu en décidant de re-signer un accord. C'est le 9 mars 2023 que Michael Westman décidera de se retirer de l'aventure en embauchant à sa place Elias Eton. Alors ce mec travaille chez Warner depuis 2009 et il est toujours l'actuel CEO. En même temps, Alex décidera de prendre du recul dans ses responsabilités pour se consacrer à d'autres projets. Fin 2023, bonne nouvelle, la société annonce être rentable de 2 millions de dollars avant impôt. Bon, c'est vrai que ça fait pas trop rêver dit comme ça, mais c'est toujours mieux que Spotify, même si on n'est pas trop dans la même mesure. Pour conclure sur nos deux geeks, aujourd'hui ils sont lancés dans une nouvelle aventure, Dance, qui a un principe d'abonnement pour avoir des vélos et scooters électriques en ville. Voilà, c'est disponible à Paris si vous souhaitez. Leur précédente société leur a échappé des mains, ils ont laissé trop de personnes rentrer au sein du conseil, ce qui a dilué l'essence même de leur projet. Cependant, en observant notre consommation actuelle de SoundCloud, il est indéniable qu'ils ont créé quelque chose de précieux. On n'utilise peut-être pas la plateforme dans notre quotidien, mais elle se révèle être idéale lorsqu'on veut s'éloigner de la plasticité imposée par les labels et majors. L'exemple de Lafèvre avec les Empty the Beam en est une parfaite illustration. Finalement, c'est peut-être ça l'essentiel. Malgré une pression constante d'une industrie mondiale, les mecs ils ont pas lâché. Ils ont continué à imposer leur vision, et sans eux la liberté artistique ne serait probablement pas ce qu'elle est aujourd'hui et une scène tout entière n'aurait jamais vu le jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on a fait ça avec le cœur, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos retours si ça vous a fait kiffer. J'étais pas tout seul pour réaliser tout ça. Merci à Ski de m'avoir aidé dans les recherches, merci à Zach de m'avoir aidé sur le mix et tous les trucs sonores quoi en gros. Tous les trois on a un podcast où on parle de son comme ça naturellement. Si ça vous intéresse, nos réseaux sont en description. Je vais pas plus vous prendre de temps. Encore une fois merci et puis à la prochaine.